Ça crache pas trop, ça va? Non, c'est bon. Des amis du temps des cerises. Voilà, j'ai été ouvrier pendant 42 ans, ça fait 1 an que je suis en retraite, donc il va falloir que j'arrête de parler des ouvriers, ou du moins ça sera plus pareil. J'ai fait 42 ans dans la même boîte, mais j'ai jamais eu le même employeur, puisque je suis rentré dans la boîte, c'était Rhône Poulenc, et puis ça s'est transformé en Rhône Progil. Sous Mitterrand, en 81, comme la chimie était en très mauvais état, on s'est appelé la Générale des Engrais, on a fait partie du Charbonnage de France, on est atterri chez Elf, et puis de Elf, on est passé chez Total, puisque un jour Total a racheté Elf. Et comment dire, et puis là pour finir, Total ne voulant pas de la section du secteur engrais et de Elf, en fait il voulait s'en débarrasser depuis longtemps, mais il a eu un gros problème qui s'appelle le AZF. C'est-à-dire que l'année où il voulait vendre des engrais, ça foutait mal que AZF explose et avec la catastrophe qu'il y a eu à Toulouse, quoi. Donc il a été obligé de réfréner ses désirs de se débarrasser de nous, et il a fait durer le temps. Enfin, le jour où d'année en année, il a quand même fermé un certain nombre de boîtes, mais ça s'est fait en douceur. Et le lendemain de la fin du procès d'AZF, il a vendu les dernières usines qu'il avait à une boîte amie qui s'appelle Borealis. C'est une boîte autrichienne, anciennement finlandaise, autrichienne, avec des capitaux qui viennent d'Abu Dhabi. Enfin bref, Borealis, vous entendez pas parler, mais c'est une boîte qui aspire à grandir, qui voudrait être deuxième marchand d'engrais en Europe. Le premier étant Norsk Hydro, ce sont des Norvégiens, mais ils ne veulent pas devenir les premiers, ils veulent devenir que les deuxièmes. Donc voilà, j'ai donc travaillé 42 ans dans cette usine-là, qui est située à Grand-Quevilly, c'est dans la banlieue urbanaise, la banlieue où il y a où il y avait, surtout parce que plus ça va, moins il y en a, des usines de fabrication chimique ou pétrolière. Il y a eu la raffinerie Petroplus, vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il y a eu une lutte qui a duré 1 année, mais elle a été fermée elle aussi. Donc on peut dire que Rouen est un peu moins pollué parce que les boîtes ferment, sauf la nôtre qui a l'air de continuer. J'ai été dans pas mal d'ateliers dans l'usine, je ne suis jamais resté au même endroit, et donc au bout d'un moment, non, c'est pas au bout d'un moment, en 2000, il y a eu un accident du travail qui s'est produit. Alors que j'étais là, il y a un type qui est tombé, un intervenant extérieur qui est tombé d'un toit et qui est tombé sur le béton 15 mètres plus bas. Donc c'est un petit peu... Enfin bon, bref, la personne est morte. Mais ça m'a renvoyé à un accident du travail que j'avais complètement oublié, pourtant qui avait été quelque chose d'important, qui était un accident auquel moi-même j'avais échappé. J'étais avec une entreprise extérieure qui était spécialisée dans l'intervention sur des fuites dangereuses. En l'occurrence, là, c'était de l'hydrogène. Donc on était tous les trois là-dessus, et il y avait une fuite, quoi. Et l'hydrogène, c'est un gaz très 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 dangereux, quoi. Il ne suffit de pas grand-chose, une étincelle et ça explose. Et donc j'ai eu la chance que ces gens-là me disent, ces deux personnes-là, qui est intervenu sur une vanne, truc bête, hein, une vanne où il y a une fuite d'hydrogène. Et puis ils m'ont dit, bon, on n'a plus besoin de toi, retourne en salle de contrôle, on te rappelle. Et juste, je sais pas, 30 secondes après, le temps que j'arrive à la salle de contrôle, ça a explosé, et ça a explosé tellement que, bon, eux, ils sont morts, mais que l'atelier a été complètement, je sais pas, détruit, quoi. Ça a été quelque chose, hein, mais en fait, ça, je l'avais... Bon, c'est quelque chose quand même de dur, il y a les 2 personnes avec qui j'étais qui sont mortes, après il a fallu faire des manœuvres, et puis retrouver leurs cadavres, et tout ça, enfin, c'était quelque chose de dur. Et donc, l'accident de 2000 m'a renvoyé à cet accident-là. Et du coup, je me suis pris par la main, j'ai eu envie d'écrire, à quoi ça sert de travailler si c'est pour mourir au travail. Et ça s'appelait « Ne travaillez jamais », donc c'était une référence à B68.
les situationnistes et tout ça. Et donc c'était les débuts d'Internet, j'ai envoyé ce texte-là partout où je pouvais, quoi. Enfin là où je connaissais, puis il y a plein de gens qui l'ont repris sur leur site ou des choses comme ça, ou qui m'ont dit, bah ça c'est gentil, mais c'est le premier chapitre, donc il faut que tu écrives une suite, quoi. Et donc c'était un moment où j'avais envie d'écrire sur le travail, parce que je lis beaucoup, et à mon travail, la nuit, c'est plus cool, et donc je lis pas mal, quoi. Et j'en avais assez de ne pas trouver dans la littérature ma vie, quoi. C'est-à-dire je voyais des profs, je voyais des bourgeois, des choses comme ça, mais je voyais très très peu d'ouvriers. Et donc j'ai commencé à écrire, je lisais aussi des journaux de profs d'université qui se plaignaient de leur sort et tout ça. Et j'ai même lu un bouquin qui s'appelait Le Club de Jazz, où c'était un patron d'une boîte qui, en voyant sur scène un groupe de jazz dont il avait fait partie quand il était jeune, qui dit merde, donc j'ai fait une boîte, mais j'ai raté ma vie, quoi. Alors là, moi, les bras m'en sont tombés. C'était un livre interne. Les bras m'en sont tombés. J'ai dit, bah, un patron qui rate sa vie, et nous, quoi. Nous, les prolos, on n'a pas raté notre vie. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelait Putain d'usine. Il se trouve que c'est arrivé au bon moment, puisque entre le moment où j'ai fini de l'écrire, c'est-à-dire je l'ai fini de l'écrire le jour de l'explosion d'AZF, quoi. Quand AZF a explosé, j'ai dit bon, c'est la fin de ce que j'écris, quoi. Parce que je voulais écrire un livre, je l'ai écrit la nuit au boulot, exprès, je voulais vraiment mettre mon ressenti à la première personne, je voulais pas dire nous ou on, je voulais dire je voulais faire un livre politique à la première personne qui raconte le vécu des salariés. Et donc avec l'explosion d'AZF, j'ai dit bon, bah, ça y est, il y a un monde l'industrie chimique en Europe va s'arrêter, si ce n'est que ça s'arrête beaucoup plus lentement que ce que j'avais pensé. Je pensais que dans les 3 ans, ils allaient fermer tout, mais bon, c'est plus complexe. Et voilà, et donc mon livre est sorti en février 2002, et il se trouve que j'ai eu de la chance, quoi. C'est qu'il y a une journaliste de Télérama qui a aimé, donc elle en a fait la promo, enfin bon, et donc mon livre s'est hyper bien vendu, d'autant qu'en avril il y a eu les élections, qu'on a vu que les ouvriers n'avaient pas voté pour... c'était qui? C'était Jospin, oui. Enfin donc... moi, peut-être que mon bouquin a amené un soupçon d'explication, quoi. Pourquoi est-ce que les ouvriers ne se reconnaissaient plus dans le Parti socialiste, déjà? C'est pas que maintenant. Et donc voilà, ce premier livre, donc c'est hyper bien vendu, il a été traduit en Espagne et en Italie, on en a fait un film et tout, enfin ça a changé ma vie. Parce que moi, je parle pas beaucoup en public, donc depuis... Bon, je me suis un peu fait violence et je parle souvent. Et donc voilà, ce livre-là, Putain d'usine, a été m'a mis le pied à l'étrier au niveau d'écriture, et depuis j'écris au moins un livre par an sur le travail. Donc voilà, j'ai écrit surtout sur sur le syndicalisme, sur les patrons. Les patrons, je l'ai fait sous forme de polar qui s'appelait Tue ton patron. C'était ça me semblait plus simple pour parler d'un patron en le tuant. Mais c'était des polars, quoi, c'était pour rigoler, quoi. Peut-être pas eux, mais pour moi, c'était pour rigoler. Et puis, en 2005, j'ai demandé à CQFD, qui est une revue de critique sociale qui est née à l'origine d'une scission de gens de Charlie Hebdo, à l'époque de Philippe Val, mais vraiment à l'origine, quoi. Et ils se sont mis avec d'autres qui étaient plus antimilitaristes et tout ça, et ça a fait un journal qui s'appelle CQFD, qui est relativement satirique, enfin, qui est un peu comme Fakir, un peu plus... Je ne vais pas dire un peu plus à gauche, c'est pas facile à dire, mais enfin c'est... Plus voilà. Comment ? Subversif. Plus subversif, oui. J'ai proposé à CQFD de faire une chronique mensuelle de mon usine, quoi, ce qui s'appelait « Je vous écris de l'usine », et puis tout de suite ils ont pris. En plus, bon, ça leur parlait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup même si le journal se fait à Marseille, il y a beaucoup de Toulousains.
et que forcément Toulouse, Azélève, tout ça. Et donc pendant 10 ans, jusqu'à temps que je quitte la boîte, j'ai écrit tous les mois ce qui se passait dans ma boîte. De façon personnelle, j'ai raconté des collègues, j'ai raconté des mouvements de grève, j'ai raconté plein de choses que faisaient nos patrons. Enfin, voilà. Et en même temps, ça m'a permis, ces chroniques-là m'ont permis de rencontrer d'autres prolos dans d'autres coins, comme à Montbéliard par exemple, ou à Saint-Nazaire, ou dans d'autres coins. Et donc je faisais pas des interviews, je faisais des portraits. Et voilà, donc au bout de 10 ans, quand j'ai quitté l'usine, j'ai dit j'arrête la chronique, je ne peux plus parler de mon usine. Et voilà, donc j'ai fait... ces chroniques-là ont été super bien accueillies, presque autant que Putain d'usine. C'est parce que ça représente 10 années, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'exemples, notamment en France, sur ces thèmes-là. Voilà, donc c'était pour le... Mais bon, on n'en finit jamais avec son usine, hein, parce que bon, j'ai écrit un autre bouquin après pour en finir avec l'usine, qui est sur mon départ vraiment, quoi, comment ça s'est passé. Et puis, je continue à travailler avec mon syndicat, de toute façon, puisque je suis quand même très syndicaliste. Je suis à la CGT depuis 89. J'y étais rentré en 73. Dès que je suis rentré dans la boîte, j'ai dit quand on est salarié, on doit être syndiqué. Donc je m'étais syndiqué, mais après en 81, devinez pourquoi, j'ai quitté la CGT. Et j'y suis revenu qu'en 89, parce que lorsqu'il y a eu l'accident, j'ai vu que les militants CGT s'étaient vraiment bien battus au niveau du CHSCT par rapport à l'accident, par rapport aux morts, par rapport à la sécurité et tout ça, quoi. Et de toute façon, et de toujours, même si moi j'ai pas été trop dans le CHSCT, je veux dire qu'on a des militants très, très offensifs dans la chimie et dans ma boîte en particulier. Normalement, moi, c'est plutôt du ping-pong, hein, c'est-à-dire vous me posez des questions, je réponds, mais bon, il faut que je pose encore. Voilà, donc j'ai pris la plume, j'avais pas pensé ça comme ça, je voulais écrire un bouquin et je pensais qu'il se vendrait à 500 exemplaires et puis je serais content, quoi. Et donc quand j'ai fait Putain d'usine, j'ai découvert que, en fait, on n'était pas beaucoup d'ouvriers à écrire, ça je l'avais vu avant, mais que même en France et tout ça, la littérature prolétarienne, je ne connaissais pas du tout. Donc on me l'a fait connaître. Il y a des gens qui ont dit tu fais partie de la littérature prolétarienne, ce que je découvrais vraiment. Après, donc j'en ai lu un peu. Et il se trouve que maintenant, effectivement, comme je travaille plus, je m'intéresse un peu plus à ce type de littérature, et puis donc voilà. Mais j'aimerais mieux que vous me posiez des questions. Il y a quoi d'autre dans la littérature prolétarienne ? Nous, en France, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu, dans les années entre-deux-guerres, il y a eu des essais, mais ça n'a pas bien... Il y a eu Martinet, je ne me rappelle plus les noms comme ça, mais il y a eu des grands écrivains quand même, quoi. Guillou, Martinet, je ne me rappelle plus les noms, je suis désolé, je suis assez nul dans le nom, mais il y en a eu plein. Et juste après 68, en fait, il y a eu Maspero qu'on a réédité pas mal. Mais dans les années 20, 30, 40, 20, 30, le Parti communiste notamment a essayé de mettre en avant ce type de littérature-là. Mais en France, ça n'a pas très bien pris, quoi. Ça a plus marché dans les pays du Nord ou en Allemagne, quoi. En France, ça n'a pas trop pris. Mais bon, il y a toujours des maisons d'édition, il y a Plein-Champ, qui est une maison d'édition qui édite que des auteurs prolétariens, c'est une petite maison. Il y a Le Sansonnet aussi qui édite de la littérature prolétarienne. C'est des petites maisons parce que c'est pas ce qui se vend le plus, quoi. Alors que par exemple dans d'autres pays, il y a des écrits prolétariens qui marchent beaucoup plus que nous. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, quoi? Je ne m'en rappelle plus, c'est dommage. C'est des romans, du coup? Souvent, c'est rarement des romans. Il y en a, je crois que c'est Lou Guillou par exemple, mais souvent il y a une grande partie autobiographique.
c'est presque toujours autobiographique et les gens racontent. Il y en a un qui raconte la mine, par exemple, qui était de Lens et qui a raconté sur plusieurs livres ce qui se passait dans la mine, quoi, quand il y avait des morts et tout ça. Enfin, il a fait des gros livres qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et que Plein-Champ pourrait peut-être rééditer s'il avait les moyens. Alors avec qui? Avec la direction générale, j'en ai eu un petit peu, mais dès la sortie de Putain d'usine. Hein, mais sauf que Putain d'usine, ça arrivait au mauvais moment pour eux, quoi. Après AZF, après Total en Birmanie, après l'Erika. Alors, en plus, je venais de me faire élire encore, au comité d'établissement. Alors que Total vire un mec élu, syndiqué et tout ça, pour un bouquin qui paraît sur une petite maison d'édition, subversive certes, je pense que mes ventes auraient été encore plus importantes, quoi. Non, mais c'est sûr. Alors donc, mais par contre, ils n'ont rien fait, mais la direction générale a toujours fait en sorte de me faire savoir qu'ils me suivaient, quoi. C'est tout. Même des interviews à la con que j'ai fait dans La Vie catholique, j'ai été interviewé dans La Vie catholique, j'ai le patron qui me le sort, qui me dit « Oh, dans La Vie catholique !» Ou des choses comme ça. « Ah, vous étiez à Rennes !» J'ai toujours été suivi dernièrement, le dernier, votre site Facebook, il est vachement marrant. Hein, donc, après, j'étais obligé d'aller voir sur les confidentialités, mais c'est comme ça. Non, il ne pouvait rien faire. Enfin, s'il l'avait fait, ça aurait été pas bénéfique pour moi parce que j'aurais perdu mon boulot, mais non, il ne pouvait rien faire. Donc c'était Total, et puis après, Borealis, les pauvres, ils étaient. Déjà qu'ils ont du mal avec les syndicats français parce qu'ils ne comprennent pas qu'on fait grève. La loi El Khomri, mais c'est quoi ça? Nous s'en fiche ça. Pourquoi vous arrêtez la production? Là, ils sont carrément à côté. J'ai même vu là, à Borealis, c'est le DRH pleurer, parce qu'il y avait ceux qui s'occupent de l'ensachage, enfin des expéditions d'engrais, qui étaient en grève. Et c'est un jeune. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous arrêtez? Vous voyez, comme ça, ils sont comme ça. Là, c'est des Belges, Autrichiens, enfin, ils ne sont pas habitués à ça, quoi. Des mouvements sociaux avec arrêt de travail. Quoi. Ils veulent bien ça. Et je vois que depuis que je suis parti, ça ne s'est pas arrangé. Ils multiplient les réunions. C'est-à-dire que ceux qui sont délégués, machin, ils sont quasiment, pas à plein temps, mais presque à Paris, à Courbevoie, puisqu'ils ne sont plus à la Défense, mais en réunion. Comme ça occupe les syndicalistes. Voilà, qu'est-ce que tu m'avais demandé de plus Non, voilà, s'il y avait eu des pressions. Non, j'ai pas eu de pression. Et même dans ma boîte, chaque patron, enfin chaque directeur disait que en fait, je parlais de celui d'avant. Parce que comme il change tout le temps. Oh, oui, non, ce que vous dites, c'était avant, même moi, je ne vais pas être pareil. C'est toujours ça. Et j'ai eu 2 DRH qui m'ont proposé de bosser dans la communication. J'ai dit, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai écrit. C'est comme le président, c'est toujours celui d'avant qui fait les conneries. Voilà, c'est vrai. Oui. Bonsoir. Comme je suis arrivée un peu en retard, peut-être vous en avez parlé, donc dans ce cas-là, je m'excuse, et c'est pas la peine de redire. En fait, moi, j'ai une question par rapport à l'écriture, parce que ce que j'ai entendu de ce que vous disiez, c'est voilà, je me suis dit, il faut écrire, j'ai écrit, et voilà, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Voilà. Et donc, je voulais savoir, par rapport à l'écriture, si vous avez eu des gens qui vous ont conseillé, aidé, enfin, comment vous avez fait pour arriver à écrire un roman, et après aussi par rapport à l'édition, si ça a été facile de trouver un éditeur vite. Alors, il n'y a personne qui m'a aidé, hein. C'est pas que je me suis fait tout seul, mais dès que j'ai quitté l'école, à 18 ans, j'ai écrit. J'ai fait des journaux. C'était l'époque de la contre-information. Sur Rouen, j'ai fait un journal qui se vendait bien, hein, quand je vois maintenant comment... Quand on arrivait à 1000 exemplaires, c'était bien, hein, pour juste les lycées, les étudiants et tout ça. Donc j'ai fait un premier journal qui s'appelait Allons enfants,
Donc mais j'étais plus étudiant et lycéen, mais bon, c'était plutôt ce milieu-là, mais après ça a évolué. Et puis le journal a duré pendant 7 ans, jusqu'en 81. Et après, j'ai participé à des journaux tout le temps. Et souvent, c'est moi qui fais les tracts du syndicat. Donc j'écris tout le temps, hein, de toute façon. Au boulot, quand j'ai écrit mes livres, mes collègues me voyaient écrire. Pendant 15 ans, j'ai fait un fanzine. Je me suis occupé d'un label de disques et on organisait des concerts, enfin tout ça. Et donc j'écrivais beaucoup. Ça paraissait 3 fois par an, mais c'était quand même assez épais. Et j'écrivais tout le temps. Et puis petit à petit, j'ai fait aussi une revue littéraire, entre guillemets, qui s'appelait Cahier d'écriture, ou qui paraissait une fois par an, mais qui était quelque chose de très épais. Et puis voilà, enfin j'écrivais, mais il n'y avait pas... c'était des articles, c'était jamais un bouquin, quoi. Et puis voilà, quoi, arrive... et je lis beaucoup, parce que pour écrire, il faut lire. Ça, c'est primordial. Quoique j'en connais qui lisent pas beaucoup, qui écrivent quand même, mais ça aide quand même si c'est pas ce que j'écris. Hein. Si je vous dis que j'écris beaucoup, je lis beaucoup de littérature américaine, Jim Harrison, ça n'a rien à voir avec ce que j'écris. Mais par exemple, peut-être que au fur et à mesure que j'ai écrit, si je dis que, je sais pas si vous lisez beaucoup, si je vous dis que c'est Annie Ernaux qui me fait écrire, chaque fois qu'elle écrit un bouquin, ça me donne envie d'en écrire. Et pourtant, je ne parle pas de la même chose qu'elle. Moi, je parle du travail. Là, par exemple, elle a écrit un bouquin sur un journal d'une jeune fille, je ne me rappelle plus le titre exactement. Mémoire d'une fille. Mémoire de fille. Mémoire de fille, exactement. Et ben, ça m'a fait écrire un bouquin sur mon entrée à l'usine. Donc, c'est pas pareil. Mais elle me nourrit. Bon, c'est pas parce qu'on est à que 30... Elle habitait à 30 km de là où j'habite, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est elle qui me fait écrire. Quoi. Mais j'ai pas de prof, rien. C'est venu comme ça, à force de lire, je pense, et puis d'écrire des articles. Hein. Des articles et des tracts aussi. Parce que voilà, c'est comme ça que c'est venu, et puis maintenant j'arrête plus d'écrire. Quoi. Enfin là, à ce moment, j'ai un creux, mais... J'ai un creux, mais c'est parce que j'ai un projet qui fait que je fais écrire d'autres. Hein, c'est compliqué. Et pour l'éditeur ? Et pour l'éditeur, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Quoi. Quand j'ai écrit Putain d'usine, j'ai envoyé 10 manuscrits et il y en a 2 qui m'ont dit oui. J'avais plus qu'à choisir. Donc j'ai pris celui qui avait la plus belle maquette, qui était l'Insomniaque, qui n'est pas une grosse maison. Mais moi, de toute façon, je ne cherche pas les grosses. La seule fois où j'ai essayé un gros, c'est les éditions de Minuit, donc, parce que je leur ai envoyé Putain d'usine. Et le mec, il m'a répondu les ouvriers ne pensent pas ça. Et oui. Moi, comme il avait passé l'établi, tout ça, je me disais, si je suis aux éditions de Minuit, ça serait classe. Quoi. Les ouvriers ne pensent pas ça. Voilà. Donc, après, du coup, mais... j'essaie même pas les gros, quoi. Enfin, je sais bien, ma copine m'a dit tu devrais essayer les gros, mais bon, j'aime mieux être avec des petites maisons. Ça se vend, souvent ça se vend quand même. La plupart du temps, je suis assez content des ventes. Et puis, j'ai un rapport avec eux qui est assez simple. Quoi. Et puis, si j'ai besoin de livres parce que je vais quelque part, c'est plus facile que des copains qui ont édité un bouquin chez Hachette et qui n'arrivent pas à trouver leur livre. Hein. Quand ils se déplacent pour des conférences, parfois ça leur est compliqué. Mais je viens aussi j'ai fait pendant 15 ans, je me suis occupé de musique, c'était dans ce qu'on appelait le rock alternatif. Donc on se prenait en main, on faisait tout en do-it-yourself, on éditait des disques, on faisait des concerts et tout ça. Ça m'a un petit peu aussi porté à aller vers des petits éditeurs. Parce que là, comme c'est moi personnellement, j'avais pas envie de m'en occuper. Quoi. C'est quand même compliqué la distribution des bouquins par rapport... Je connaissais la distribution des disques, mais les bouquins, je sais pas. Voilà. Donc j'ai eu de la chance, quoi. Et puis maintenant, bon, je vais pas dire qu'à chaque fois que j'envoie mes manuscrits, c'est pris aussitôt, mais bon, j'essaie de viser là où il faut, quoi. Moi j'ai une question pour revenir sur
ce qui est produit dans l'usine. Donc c'est des engrais et dont tu disais que c'est des choses qui sont très mauvaises pour les terres, etc. Et du coup, est-ce qu'entre vous, il y a des discussions, enfin il y avait des discussions sur la production qui était faite là, le fait que voilà, il faut bien bouffer, à la fois on n'a pas forcément envie de fabriquer ça parce que déjà c'est des produits dangereux à manipuler pour les gens qui les fabriquent, pour les gens qui les utilisent, etc. Et du coup, est-ce que parfois il y a eu des discussions sur... Les seules discussions qu'il y a eu, c'est après AZF. Quand ça y a eu l'explosion, qu'on a vu à la télé que c'était la même usine que la nôtre qui avait explosé, les gens, ça les a un peu refroidis. C'est vrai, hein, quand tu vois une tour de pruning, enfin bref, des trucs qui sont bousillés, que tu connais, que toi tu y vas tous les jours, tu te dis c'est quand même dangereux. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu un questionnement, mais par rapport à la dangerosité, par rapport à la pollution notamment, pas tellement, quoi. Ça en parle pas. On a des discussions dans le syndicat et tout ça, on en parle très 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 souvent, mais bon, c'est le boulot. Et ce qui fait que, en fait, on a toujours pensé que la boîte allait fermer, parce que pour nous, on fabrique des merdes, c'est dangereux, ça peut pas durer. Et ça fait plus de 20 ans qu'on pense que la boîte va fermer. Mais ça continue. Voilà, c'est comme ça. Alors ils nous disent que maintenant les agriculteurs mettent moins d'engrais, ce qui n'est pas vrai. Et puis même s'ils en mettent moins maintenant, eh ben, l'Afrique ne connaissait pas les ammonitrates, et ben maintenant ils connaissent. Hein. Ils changent le marché de place et ils ont toujours fait comme ça. Mais non, je dis, on ne se pose pas trop la question. C'est comme ceux qui fabriquent des armes hein, ou des pesticides. Hein. Moi, j'ai des copains qui bossent à BASF, à Elbeuf. Ils savent qu'ils font des pesticides vraiment dégueulasses, mais c'est le boulot, quoi. C'est les salaires. On n'a pas encore fait la révolution. Hein. Oui, c'est donc les maladies professionnelles que tu décris dans le livre, j'ai l'impression que c'est beaucoup lié à l'amiante et pas forcément... Nous, c'est l'amiante, oui. En question qui sont fabriqués. A priori, mais bon, on verra ça plus tard. On a quelques cancers bizarres qui se sont manifestés parce que, par exemple, il y a un atelier pour fabriquer de l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique, ça sert à faire après des engrais ou Avant, on faisait aussi de la nourriture pour poulet en prenant de l'acide phosphorique et en mélangeant avec des... Oui. Et donc, pour fabriquer de l'acide phosphorique, on faisait venir du phosphate du Maroc. Et dans le phosphate du Maroc, il y a des métaux lourds, du cadmium, du chrome, des machins comme ça, et du radium. Et donc l'atelier, mais très faible dose, quoi. Hein, c'est-à-dire que tu as le compteur GZR, au lieu de faire ta, il fait très, très faible dose. Si ce n'est que, au fur et à mesure, l'atelier est à 30 ans et tout ça, on s'aperçoit que le métal, il a engrangé le radium. Et que là, il a engrangé la radioactivité. Ce qui fait que ça devient, c'est pas une centrale nucléaire, hein, c'est pas énormément radioactif, mais on ne peut plus travailler dedans. Donc on s'est aperçu qu'il y avait quelques personnes qui avaient des cancers bizarres dans ces ateliers-là, mais il paraît que c'est pas lié. Puis comme ils fument tous, puis qu'il y en a qui boivent en plus, c'est pas facile. Mais on a vu des cancers bizarres, hein, des trucs, on ne savait même pas que ça existait, de gens qui travaillaient dans cet atelier-là. Alors, mais autrement, nous, on a l'amiante, mais c'est pareil, l'usine n'est pas reconnue amiante, parce qu'il se trouve que ceux qui sont officiellement atteints, pour l'instant, ils viennent d'autres usines, qui, elles, étaient vraiment amiantes, quoi. Donc, nous, dans notre usine, on n'est pas officiellement touchés par l'amiante. Mais on en a, moi, j'en connais plein hein, qui sont touchés. Pour en revenir à l'atelier de phosphorique, quand même, donc, il y avait 2 usines qui fabriquaient cet acide phosphorique, donc c'est un acide très très fort. Hein, je ne dis pas, c'est un truc qui bouffe, tu tombes dedans, t'es mort, on ne te retrouve pas. C'est du costaud. Et donc les 2 ateliers qui fabriquaient l'acide phosphorique, il y en avait un à Grand Couronne qui est à 7-8 km de ma boîte, dans une autre boîte,
il a été démonté tout ce qui est béton, mais toute la partie structure métallique est restée encore en place parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et dans mon usine, c'est pareil. L'atelier a été démonté, a été complètement rasé, et tout ce qui est métallique a été entreposé dans un coin parce que ça ne peut pas être traité. Et qu'il n'y a aucun endroit qui accepte de recevoir ce métaux légèrement radioactif, mais qui quand même est radioactif. Ce qui fait que dans un endroit de l'usine, c'est entreposé. Anecdote, on a des entreprises extérieures qui viennent, et puis c'est comme ça, hein, les ouvriers sont voleurs. Et donc, comment dire, là, les gens d'une entreprise extérieure, ils font leur boulot, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de la ferraille qui est vraiment mise dans un coin de l'usine, et puis ils se disent, tiens, il y a un petit peu de fric à se faire. Et donc, un samedi matin, ils viennent avec le camion, ils prennent le métal, et ils vont dans un... Donc, ils ne sont pas bêtes, ils ne vont pas à la boîte qui récupère le métal qui est juste à côté, ils vont au Havre. Sauf que maintenant, toutes ces boîtes qui récupèrent du métal, ils ont des compteurs GGR à l'entrée. Et donc, quand ils sont arrivés, tic, 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 donc ils se sont fait arrêter comme ça. C'est ballot. Non, mais c'est comme ça. Hein, il faut bien se faire une petite plus-value sur le temps passé au travail. Et il y a l'autre bout. Vous vous seriez rapprochés, ça aurait été plus simple. Hein. Oui, je voulais simplement faire allusion au fait qu'à côté de cette usine AZF à Toulouse, il y avait un hôpital psychiatrique très important et qui a sacrément morphé aussi. Ah, je sais pas. Je suis pas au courant. Ah bon? Non. Ah bon? Ah non, je me rappelle plus. C'est possible qu'il y avait une école, il y avait plein de choses. Je me rappelle pas de l'hôpital psychiatrique en particulier. Si, il y a eu Non, mais c'est possible. Il y a eu un documentaire qui a été fait dessus, et parce que ça fait des dégâts au niveau de l'hôpital psychiatrique, au niveau du personnel qui a été, on peut dire, choqué pour le moins, y compris les malades. Et ils ont été ensuite, comment dire, je ne sais pas comment trouver le mot, ils ont été envoyés dans différents endroits de France, à Bordeaux, à Paris, etc. Ils ont été dispersés. Ouais, il y a un documentaire là-dessus qui était très très bien fait. Hein. Je vous dis ça, c'est tout. Hein. Et l'hôpital, c'était un hôpital qui était aussi dans Sainte-Anne. Hein. C'était un gros truc, hein, voire maintenant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais je suis quand même surpris que vous soyez pas au courant. Ah oui, d'accord. Je suis de Rouen, hein, je suis pas de Toulouse. Ça joue. Ouais. Moi, on a un très grand hôpital psychiatrique à côté de chez moi. Oui, d'accord. C'est à Sotteville, mais c'est pas, je connais pas. Ce que je sais aussi, c'est que les gens étaient très choqués parce qu'à cette époque-là, je crois que c'était Douste Blazy qui était ministre de la Santé. Et il n'est pas venu, quoi. Enfin, il a fait comme si ça ne concernait pas. Ouais. Alors qu'il y a eu vraiment des dégâts. Hein. Ah bah oui, c'est énorme. Moi, j'y suis allé. C'était pas de la rigolade aussi. Hein. J'y suis allé quelques mois après. Il y avait un champ de ruines. Hein, il y avait des endroits, c'était complètement cassé, des maisons bousillées, lézardées pour le moins. Toutes les vitres cassées sur des kilomètres. J'essaierai de retrouver ce documentaire. Je vous donnerai les références de ce documentaire. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est quoi les relations avec la direction de la CGT? Parce que du coup, vous avez l'air d'être quand même plutôt combatif. Avec la direction de la CGT, mais tu sais, la CGT, c'est une fédération, une confédération. Et il y a la fédération chimie, la fédération métallurgie. Ouais, mais du coup, des fois, justement, des fois, les conflits portés par les syndicalistes ne sont pas toujours bien soutenus par la direction qui est là-haut. Et des fois, Ça dépend quel est le secrétaire. Oui. Ça dépend quel est le secrétaire. Là, en ce moment, Philippe Martinez a l'air plutôt d'aimer la fédération chimie. Et c'est vrai que c'est une fédération très gauchisante, entre guillemets. Hein. Je veux dire, ils sont pas encartés. Enfin, très peu. Il y en a quelques-uns au NPA sans doute, mais ils ne sont pas encartés vraiment. Il y en a au PC aussi beaucoup. Mais comment dire, ils sont très rentre-dedans, quoi. Mais ça fait des années et des années. Et ça, c'est la chimie, c'est comme les UL, il y a assez de tout. Hein. Il y a des UL qui sont pépères, et puis il y en a qui sont beaucoup plus revendicatives, hein. Combatives même. Non, mais après nos rapports, quand c'était le précédent, c'était pas terrible, mais là, avec Martinez,
il vient nous voir. Qu'est-ce que vous voulez, c'est bien. Tout à l'heure, vous avez dit justement qu'en évoquant Quevilly, qu'il y avait de plus en plus d'usines qui disparaissaient. Alors je ne sais pas si elles sont délocalisées ou si elles disparaissent purement et simplement. On n'entend rien. Moi j'entends. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc oui, je voulais dire juste, donc tout à l'heure vous avez fait référence aux usines qui disparaissaient en fait à Grand Quevilly, et notamment donc alors on ne sait pas si elles disparaissent purement simplement ou si elles sont délocalisées. Et ce que je voulais savoir, c'est à votre niveau, donc au niveau des entre vous, en discutant entre vous, quelle solution vous voyez pour le maintien en fait, des usines sur la région. Et l'autre question que je me posais, c'est en termes de débouchés politiques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est massivement des gens qui croient plus vraiment dans le parti, donc il y a une forme de démobilisation? Est-ce qu'il y a des débouchés qui restent à gauche? Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent d'Afro National? Est-ce que c'est PS, UMP? J'aimerais un peu savoir votre analyse un petit peu politique. Attends, parce que tu as demandé plein de trucs. Alors, pour les usines, en fait, comme adaptées souvent juste après la Première Guerre mondiale, elles étaient la plupart vieilles, quand même, il faut le dire, et puis elles n'ont pas toujours été remises à niveau. Ce qui fait que, si elles ferment, il y en a, tu pouvais comprendre que par la vétusté, ça ferme, quoi, quand même. Je dis pas toutes. Comment ? Pourquoi ils investissent pas alors? Après, pourquoi ils investissent pas? Ça, c'est autre chose. Sans doute que c'est moins cher de le faire en Chine, ou par exemple, les usines de chimie comme les miennes, en fait, on travaille beaucoup avec du gaz. Et donc, c'est mieux de les faire dans les pays qui fournissent du gaz. Qui est pas bête en même temps, quelque part. Bon, sauf qu'après, nous, on est au niveau de l'indépendance énergétique, c'est pas terrible, mais bon, voilà. Après, donc, où en sont les salariés de ma boîte? Je vais plus parler de celle-là. De toute façon, les salariés ne sont pas révolutionnaires tous les jours. Hein. Il y a des périodes. Là, pendant la loi El Khomri, je trouve qu'ils étaient très nombreux dans la rue. Nous, dans mon usine, on n'est pas touché par le FN. Déjà, c'est bien. Le peu qu'il y a eu, c'était le chef des pompiers, et puis un ingénieur, mais lui, ce petit con-là, il s'est mis sur Facebook avec comment s'appelle l'autre, pas Marine ? Marion. Avec Marion, c'était écrit. Donc on a été chercher la photo. C'est bête pour lui, quoi, mais maintenant, il passe très mal quand même, partout. Non, mais bon. On n'en a eu que 2. Et parmi les prolos, je dis pas qu'ils sont pas tous... mais ils sont pas FN. Ils vont pas voter, ça je veux bien l'entendre, mais ils voteront pas FN, quoi. Parce que c'est pas de notre bord, quoi. Même s'il y en a qui sont quand même racistes, je veux bien l'entendre, mais ils n'iront pas faire la démarche. Ça, c'est dans ma boîte, c'est comme ça. La chimie, c'est quand même assez technique. Alors je pense que, je sais pas si ça joue, quoi, mais c'est pas. Ils réfléchissent un petit peu, quoi. Je dis pas que les autres réfléchissent pas, mais. Juste pour parler des délocalisations, je pensais tout à l'heure avec par rapport aux normes de sécurité, normes sanitaires, je me dis est-ce que ça joue? Parce que le fait d'avoir une législation plus protectrice entre guillemets par rapport à d'autres pays, est-ce que du coup ils se disent on va plutôt délocaliser, je sais pas, en Indonésie parce qu'il y a une moindre protection du salarié, et du coup ça va générer des économies, on aura moins de contraintes. Sans doute, mais en fait c'est du court terme de toute façon, puisqu'à un moment donné, regarde ce qu'ils ont monté en Chine, maintenant les Chinois ils se laissent moins faire, quoi. C'est du court terme. Non, le problème c'est qu'ils ont laissé tout le champ industriel vieillir sans investir pour refaire du neuf. Et du coup, une fois que c'est vieux, tu penses qu'il faut que ça ferme. Et effectivement, ils construisent en Arabie Saoudite, tous ces pays-là, ils ont énormément de production d'engrais et puis des grosses productions. Hein. Mais sauf que ça va moins vite que la musique, c'est-à-dire qu'ils ont fait des raffineries immenses, ils ont fait des sites de production d'engrais, mais c'est
quantité, nous, si on fait 1000 tonnes jour, eux, c'est plutôt 3000, enfin peut-être même plus encore. Mais ils vont plus vite que la musique parce qu'ils pensaient, quand ils ont créé ces boîtes-là, qu'en Inde et en Chine, ils en auraient besoin. Et ça va pas aussi vite que ça. Donc ils sont un petit peu emmerdés. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, il y a pas mal de raffineries qui ferment en Europe. C'est parce qu'ils en ont créé des grosses et qu'ils n'arrivent pas à fournir le marché qui était prévu d'Inde et de Chine. Donc ils renvoient les carburants, enfin le pétrole, ici en Europe, quoi. Et c'est ça, quoi, la cause. Ils avaient prévu que le marché s'agrandirait et il s'agrandit moins vite que prévu. C'est à moi? Oui. Moi, je voudrais faire une remarque. C'est la première fois que je vois aussi peu de monde pour une conférence du Temps des Cerises. La semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était effectivement, ça concernait plutôt l'éducation nationale. Et là, on disait tout à l'heure, au début, qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature ouvrière. Mais quand il y en a, clairement, c'est... Bon, alors, c'est plus du tout ce que c'était dans les années 50, mais Michelin, et notamment l'industrie de la chimie, c'était quand même un des centres industriels où il y avait qui était un des plus importants en France. Et je déplore vraiment, et je saurai leur dire quand je les verrai, je vois un ancien Michelin, un retraité, qui est engagé dans plein de choses, c'est normal qu'il soit là, mais j'en vois pas d'autres. Alors il y a peut-être d'autres, des ouvriers Michelin, je pense pas qu'il y en ait, des employés, j'en sais rien, des collaborateurs, il y en a pas. Des collaborateurs. Ah, ils disent comme ça, les cadres, les techniciens s'appellent des collaborateurs. C'est pas un hasard, hein, parce qu'avec la sémantique, on peut en expliquer des choses. Et donc, et alors là aussi... Et à propos de collaborateurs, depuis que nous sommes passés sous statut, sous Borealis, qui est autrichienne, ils ne disent plus collaborateurs. Ah. Non, c'est à cause de ça. On leur a dit tout de suite, bon. Des ordres. Oui, et donc je déplore vraiment qu'il n'y ait pas un responsable CGT Michelin et un responsable CGT tout court départemental. Hein. Moi, je trouve que c'est lamentable. Alors, ils sont les premiers à dire... Ils sont à la Maison du Peuple, il y a un meeting à la Maison du Peuple. Oh, il y a toujours quelque chose. Ouais. Il y a un match de rugby, il y a. Moi, je dis qu'ils sont les premiers à dire que c'est vrai qu'on ne parle pas assez d'eux, etc. Quand ils pourraient prendre la parole, ils ne sont pas là. Ça m'embête un peu de parler dans le micro parce qu'on n'est pas nombreux. Si, il faut parler. Moi, je voulais revenir sur l'écriture. Et ce qui motive votre écriture, c'est plutôt le témoignage. C'était témoigner au départ, si j'ai bien compris. Bah, on va dire ça, oui, mais oui, on va dire que c'est du témoignage. En fait, je raconte ma vie. Je me raconte ma vie à l'usine, et c'est une forme de témoignage. Mais est-ce qu'on dit, quand un prof de l'université écrit un bouquin, qui écrit sur sa vie, est-ce qu'on dit que c'est un témoignage? Parce que les témoignages, souvent, c'est soit les ouvriers, soit les gens d'origine étrangère. Quand ils écrivent, on dit c'est un très beau témoignage. Non, mais c'est vrai, hein, je sais, c'est pas critique, je comprends. Mais c'est pas que du témoignage, quoi. Quand j'ai écrit Putain d'usine, je sais pas si je voulais écrire une œuvre, toujours est-il que j'avais envie d'écrire, et puis c'est tout. Je sais que j'ai rencontré plein de journalistes, ils me disent en fait, toi, tu aurais voulu être journaliste. Ce qui est possible. Hein. Puisque j'ai tenu des bouquins, je fais des chroniques, je vais, comment dire, pour sécurité, je continue à écrire. Donc je vais, par exemple, il y a eu l'hôpital psychiatrique à côté de chez moi qui a fait une grosse grève parce qu'ils vont supprimer plein de personnel, encore une fois. Donc j'y suis allé, j'ai fait interview, machin, enfin, j'adore faire ça. Et là, par exemple, on prépare un bouquin sur les 500 ans du Havre. La création du Havre par François Pommier. Donc l'année prochaine, c'est le 500e anniversaire, et la mairie de droite va faire plein de trucs. C'est à bourse ouverte, c'est-à-dire ils font venir Royal de Luxe, enfin des choses qui coûtent, des trucs de prestige. Ils veulent qu'on parle du Havre comme si qu'on en parle partout. Mais c'est donc que du truc de prestige, et
comme je suis en très bon terme avec l'union locale CGT du Havre, je suis allé les voir, puis j'ai dit, et si on faisait un livre sur le Havre populaire en grève, les luttes, parce que quand même le Havre, ne serait-ce que pendant la loi travail, ils ont bloqué tous les jours. C'était le bordel pour y aller. Ils ont bloqué tous les jours. Et il y a encore, quand vous voyez une manif, quand vous voyez les 2000 dockers qui déboulent, ne serait-ce que, ça vous fait quelque chose. Hein. C'est un peu viril, mais ça a de la gueule, quoi. C'est des prolos qui se laissent pas faire. Et il y a eu l'histoire de Jules Durand, je ne sais pas si vous connaissez, enfin un secrétaire du syndicat en 1910 qui a été accusé d'avoir poussé à tuer un jaune. Bon, il s'avère que ça a été monté de toutes pièces. Je ne sais pas, vous connaissez lui, non? Non. Donc c'est une histoire qui a été... Donc c'était les dockers sur Rouen, là c'était les charbonniers, ils étaient 8000 à l'époque, mais les charbonniers c'était vraiment le sous-prolétariat, c'est-à-dire les mecs ils sortaient, ils bossaient et ils dormaient sur place, quoi. C'était comme ça, c'était vraiment un prolo plus que de base. Et donc Jules Durand est arrivé, puis il a dit il faut syndiquer tout ce monde-là pour obtenir des choses, quoi. Enfin, donc il n'était pas tout seul, hein, ils sont mis un certain nombre. Et sauf que ça n'a pas plu à la CGT, mais c'est Compagnie Générale Transatlantique, et qui a dit on ne peut pas supporter un syndicat dans notre corporation, quoi. Et donc il y a eu un mouvement de grève important où ils demandaient augmentation de salaire, mais pas que, enfin tout un tas de choses qui font que pour améliorer les conditions de vie, pas que de travail. Et donc pendant ce mouvement de grève-là, il y a un jaune qui a été tué. Il y a un coup de poignard, une rixe le soir et tout ça. Et donc la Compagnie Générale Transatlantique a payé des gens pour dire que c'était Jules Durand, donc celui qui avait créé le syndicat, qui était à l'origine, qui avait poussé des gens à aller tuer ce type. Donc il y a eu un gros procès, ça s'est fait très rapidement. Hein. Le mec il est arrêté au mois de... Je ne me rappelle plus des dates. Hein. Au mois d'août, le procès a lieu en novembre. Hein. Donc ça a été très rapide. Et il a été condamné à mort. Mais alors, condamné à mort, mais c'est, ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire que toute la CGT qui était jeune, en France, tous les ports de France se sont mis en grève, mais les ports aux États-Unis, en Angleterre, tout ça se sont mis en grève. 1910. Jules Durand. Cherchez Jules Durand, il y a plein des amis de Jules Durand au Havre, c'est leur héros. Il y a le boulevard Jules Durand, enfin c'est... Et donc, c'est Coty, comme il était jeune, il était avocat, qui avait pris sa défense avec Jaurès. Bon, ça a été vraiment un gros truc, hein, ça, vraiment dans la région, et c'était la grève, toute la Normandie au moins était en grève, mais tous les ports aussi, quoi. Et donc son procès a été revu, et il a été lavé de tout soupçon, sauf que, pauvre gars, ça l'a rendu fou. Et donc, il a fini sa vie à l'hôpital psychiatrique de Quatre-Marques, qui s'appelle à Sauté-Guermont, en 1926. Et donc ça, c'est un moment important dans l'histoire havraise, mais qui est vraiment dans tous les prolos du Havre, on ça en eux, quoi. Vous allez à la maison des syndicats, il n'y en a plus beaucoup comme ça au Havre. Vous arrivez, il y a toute une salle avec plein de reliques, de photos, de machins sur Jules Durand. C'est vraiment un truc important. Après, au Havre, il y a eu des émeutes en 22, mais ça a été très fort aussi, où la police a tué, enfin, il y a eu plein de choses. 36 a commencé au Havre. 15 jours avant, l'usine Dresser en France était en grève, avec occupation, c'était la première occupation qu'il y a eu en 36. Le 1er mai. On est en grève. Enfin, il y a eu vraiment, le Havre est une ville qui me plaît beaucoup pour ça. Et en plus, avec des gens bien, quoi. Donc voilà, on va faire un livre sur on ne va pas refaire l'histoire, parce que les bouquins d'histoire sur le Havre, il y en a sur Jules Durand.
Il y a des colloques, il y a des bouquins en voiture, voilà, donc on ne va pas faire ça, quoi, mais on veut parler du Havre populaire et bagarreur, quoi. Et donc c'est en train de se faire, donc on fait des interviews, je suis rédac chef. C'est un boulot super. Avec des écrivains, Philippe Huet, je ne sais pas si vous connaissez, qui écrit des polars, et d'autres. Non, mais je suis plutôt content de ce que je suis en train de permettre de mettre. Il y a pas que moi, j'écris pas beaucoup dedans en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la question. Non. Je n'ai pas posé la question. Mais dans l'usine, je pense que c'est une minorité quand même de gens qui écrivent. Ah bah c'est carrément. Voilà. Est-ce que le premier livre, est-ce que ça a généré, je sais pas moi, pas des vocations, mais en tout cas des envies? Le premier livre, au début, c'était très dur pour moi. Parce qu'en fait, j'ai eu de la chance, j'ai eu une page dans Télérama. Le livre n'était pas sorti. Mais l'Insomniac avait envoyé un exemplaire à Martine Laval. Et le livre sortait à peine, elle faisait une page. Et c'était pendant une période d'élection professionnelle. Et dedans, elle met le Varet parle tout, même quand les salariés boivent ou volent. Alors, comme on était en période électorale, je ne dis pas que l'article était photocopié, mais pas par mon syndicat, et c'était stabiloté. Donc, partout. Hein. Et donc, moi, quand j'arrivais à l'usine, plus personne qui me cause. Mon équipe, mon chef qui me dit « Tu m'as fait cocu !» Super phrase. J'aurais jamais trouvé, j'aurais jamais osé la dire. Je l'ai replacé dans un autre bouquin, mais c'est vrai. Il l'a dit en vrai. Tu m'as fait cocu. Et donc, je vais à la cantine, tranquille. Personne autour de moi, j'étais bien. Et comme le putain d'usine, en fait, se termine sur que j'ai une lettre de démission, mais que j'arrive pas à l'envoyer, je me suis dit, là, je crois que je vais l'envoyer. Et après, heureusement, et là, vraiment, je me disais, je me mets dans la maladie, je me barre, enfin, je sais pas quoi. Et heureusement, les gars ont lu le livre. Et une fois qu'ils l'ont lu, c'était bon. Ils venaient me voir, ils me faisaient faire des dédicaces et tout ça. Alors, pas aussitôt, mais comme j'étais au CE et que j'occupais des affaires culturelles, j'ai essayé de faire un atelier d'écriture. Ah. Oui, mais non. C'est pas marché. Il y a un mec qui est venu, un cadre. Non, c'est très compliqué. C'est compliqué l'écriture. Non, là, ça, c'est... Et vous pensez aujourd'hui encore que c'est compliqué? Qu'il n'y aurait pas une façon d'essayer d'amener un peu... C'est ce que je fais un petit peu avec les bouquins sur l'art, parce que je fais écrire les syndicalistes, mais je les booste et tout. Hein. Enfin, il faut... Allez, vas-y, mon coco, et tout. Enfin, bon, après, j'ai dit, si tu veux, je viens avec toi, on va l'écrire ensemble. Donc, c'est ce qui va se passer pour 2 d'entre eux. Quoi. Mais ça se passe via le syndicat. Il faut que ce soit via le syndicat, sinon il n'y a pas de porte. Ah non, autrement... Enfin, moi, j'ai animé des ateliers d'écriture, mais je n'ai jamais fait avec des ouvriers, quoi. Jamais ça a été demandé. J'en ai fait dans des lycées, ou avec des gens motivés dans des bibliothèques ou des choses comme ça, mais j'ai pas... Au travail, je n'en ai pas fait. Pour moi, il n'y a qu'une usine qui n'était pas loin, enfin qui était Petroplus, où il y a eu un atelier d'écriture, mais en fait, quand tu vois le résultat, il n'y a pas eu grand-chose d'écrit par les prolos, quoi. C'était plutôt la fille qui a fait l'atelier qui a quasiment tout écrit. Mais bon, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. J'ai fait par exemple une fois quand même un atelier d'écriture, mais c'était avec des formateurs. C'est eux qui écrivaient, quoi. Enfin, je les ai fait écrire et ça s'est plutôt bien passé. Donc c'était dans le cadre du travail. Mais ça s'est bien passé, sauf une qui a été carrément... qui était bloquée alors qu'elle écrivait par ailleurs, et là, le jour où on lui demande des exercices, elle n'y arrivait pas. Ça me faisait penser à la collection que Claire Rosan-Ballon a créée au Seuil, Raconter la vie, qui peut être dans ce style-là. Oui, complètement. Oui. Oui, mais sauf qu'il prend un petit peu trop de gens connus quand même. Oui, il a pris Annie Arnaud, Bégodeau, comment? Oui, aussi, oui. C'est ça qui est dommage. Quoi. Il y a aussi un mec qui a bossé dans un abattoir. Oui. Il y a une députée.
Oui, récemment, il y a une jeune députée qui a écrit aussi. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Oui, non, j'en ai lu pas mal de cette collection-là. Oui. J'ai hésité à y envoyer un texte. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. J'ai hésité, mais bon. Non, mais parce qu'en même temps, il fait aussi travailler plein de gens. Et j'ai vu, par exemple, j'ai un copain qui est agriculteur, paysan, avec beaucoup de difficultés. Et donc, dans un ballon, il le fait écrire là-dessus, quoi. Mais il ne sait pas si ça va paraître ou quoi. Enfin, il fait travailler des gens, quoi. Donc, c'est pas bête, quoi. C'est une façon aussi de pouvoir avoir des témoignages. À 2, 3. Oui. Allez, celui qui a le micro. Oui, je voulais savoir, moi, si le fait d'écrire sur la condition ouvrière débouchait quand même sur une critique sociale. Je m'explique. Vous avez mentionné, par exemple, le prince Charles et le prince de Monaco qui touchaient les subventions européennes, comme s'ils en avaient besoin. Et donc, voilà, est-ce que plus largement, par exemple, les traités européens imposent la libre circulation des capitaux? Oui. Donc, alors ça n'a pas été le cas de votre usine, vous avez simplement changé de patron, mais libre circulation des capitaux, ça veut dire que les capitaux, ils se barrent. Quand même. Et quand on était total, il y a oui, des choses. Oui, mais enfin, non, mais voilà. Et donc, bon, à cause de ces traités qui nous imposent ça, il y a une usine par jour qui s'en va et 800 emplois industriels qu'on perd par jour. Oui. Donc, est-ce que ça vous semble cohérent comme type de raisonnement ou est-ce que c'est trop lointain, quoi, pour la mentalité de l'ouvrier qui fait son boulot tous les jours? Ou est-ce que ça peut être un débouché sur une critique sociale plus large? Je sais pas. Je n'arrive pas à trouver une réponse. Ça me semble loin parce que les gens quand même sont sur leur lieu de travail, parfois un petit peu autour, quoi. Mais là d'aller si haut. Là, quand on était Total, quand ils nous ont vendu, comme on était tous les ans, on était en moins 250 millions, des sommes énormes. Et quand ils nous ont vendu, il fallait que ça soit zéro. Ils ressortent de l'argent de Elf, alors que Elf, ça faisait 10 ans que ça n'existait plus. Donc ça s'est su, quoi, dans la boîte, mais bon, c'est pas la priorité des salariés, quoi. Ça débouche pas sur une critique politique, quoi. Oui, non, mais j'entends, mais non, je trouve que c'est pas dans l'air du temps chez les salariés. Il y en a quelques-uns. Par contre, dans la boîte, je dois dire qu'on est quand même presque 25% de syndiqués à la CGT. Oui. Après, il y a la CFDT, je ne sais pas combien ils sont syndiqués, hein, je ne sais pas combien ils sont, mais donc il y a encore un certain nombre. La CFTC, et puis un petit peu la CGC, mais c'est un peu biaisé parce que les cadres sont presque obligés de prendre leur carte. Mais donc, on est une boîte où il y a quand même pas mal de syndiqués. Et donc, par rapport à d'autres, hein, je ne dis pas que c'est encore bien, mais 25% rien que à la CGT, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a que 25% aux élections, hein, mais de 25% qui payent leur carte et qui participent plus ou moins à toutes les réunions qu'on fait. Comment on entretient ce taux de syndicalisation là? Il faut se bouger. Ouais. On se bouge et puis, comment dire, on est à l'écoute, quoi. En fait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on suit les gars, on est à l'avance. Et l'âge moyen L'âge moyen, il était, quand je suis parti, ça l'a vachement fait baisser. Non, parce qu'on a été beaucoup à partir en même temps. L'âge moyen, maintenant, ils ont été obligés. En fait, ils nous ont fait. On est parti parce qu'il y avait une grande moyenne d'âge à 60 ans, on était beaucoup. Et là, ils ont été obligés d'embaucher plein de jeunes. Et c'est super bien. Mais ils sont rebelles. Hein. De là à ce qu'ils entrent dans un parti politique, c'est pas gagné. Ils sont rebelles. Oui, mais il faut les driver, hein, parfois, parce que la rébellion, c'est pas la révolution. Hein. Alors, je pose ma question. Alors, après 40 ans de boîte, 40 ans, oui. Ouais. Est-ce que tu sens une modification, je ne parle pas d'évolution, mais que les gars de la boîte que tu as rencontrés quand tu es arrivé jeune et puis ceux d'aujourd'hui qui arrivent jeunes,
Comment tu les perçois? Combatifs, pas combatifs? Ils sont très hargneux, je trouve. Tous les jeunes, hein, ils se laissent pas faire, ils perdent leur temps, ils travaillent la nuit et tout ça, ils veulent être payés, et donc ils se bagarrent. Je trouve que les jeunes arrivés sont tous... mais de là à ce qu'ils... Bon, il y en a qui syndiquent, ça c'est bien, mais de là à ce qu'ils voient un débouché politique, alors là, c'est pas le moment. Par exemple, par rapport à la loi travail... Par rapport à la loi travail, ça, ils venaient, et en plus, je vous dirais qu'ils n'étaient pas que parmi les calmes, ils étaient aussi... ils y allaient, parce que, je sais pas vous, mais à Rouen, ça a été très chaud, on a des autonomes, et donc j'en ai vu quelques-uns qui étaient avec eux, j'ai dit bon... Et alors là, on rentre plus dans la finesse syndicale, parce que tu as l'impression d'un combat syndical qui risque de s'endurcir, ou plutôt quelque chose qui va être de plus en plus mou, à la CGT par exemple, qui y est depuis longtemps? Oui, mais j'y suis depuis longtemps, mais je suis surtout dans ma boîte. Hein. J'ai pas de fonction extérieure. Je sais pas, Martinez a dit que si Fillon passait en juin, on était en grève. Ouais. Bon, ça c'est ce qu'on dit, après ça va pas être facile, je pense, mais... enfin, des trucs comme ça veut dire que c'est pas perdu. Mais en même temps, alors je voulais dire quand même, les jeunes sont arrivés dans ma boîte, ils sont hyper hargneux, ils se laissent vraiment pas faire, ils viennent au syndicat. Par contre, pour prendre des responsabilités, c'est un petit peu tôt. Et c'est dommage parce que je suis parti, mais il y en a d'autres qui partent là, et il va y avoir un passage de témoin qui va être un petit peu compliqué. Mais il y en a qui viennent, hein, c'est bien, qui veulent faire, mais... Et là, par exemple, moi, je continue à venir pour faire le journal du syndicat. C'est plus moi qui écris. Maintenant, il y a des gens qui écrivent et c'est tant mieux. Mais faire un journal, même si on ne fait plus que sur Internet, quoi. Mais ça pourtant, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ils disent toujours, ouais, je viens, tu vas me montrer et tout. Mais ils viennent pas. Donc, je continue à venir pour aider, mais il va falloir que ça s'arrête quand même. Parce que bon, comme le Havre a été longtemps municipalité de gauche, pendant très très longtemps. Oui, mais ils se sont rattrapés là, avec Rofnac et puis le mec. Alors, si tu veux, j'ai l'impression de voir tout un paysage avec des combats ouvriers et des fiefs, encore Rouen ou le Havre, c'est encore des fiefs bien sûr, mais qui tout doucement sont grignotés. Tout doucement sont grignotés. C'est-à-dire c'est plus le fait qu'il y avait moins d'emplois, quand même. Oui, en plus. C'est clair. Hein. Les dockers, ils sont plus que 3000. Et sinon, bon, pas tout à fait à voir, mais au niveau des écrivains prolétaires, c'est comme ça qu'on ne voit. Est-ce que tu connais Jean Becker, Navel, des gars comme ça? Jean Becker, je connais le nom, mais j'ai pas lu. Les coups, il a écrit les coups. Navel, il y a Sable et Limon, c'est des super. Navel, il me semble que j'ai lu ça. Ouais. Mais j'avais lu ça, mais vraiment quand j'étais jeune, enfin jeune, il y a plus longtemps. Il y a longtemps. Ouais, voilà, c'est pas ça. Mais je me rappelle plus des noms, là, ça m'embête, mais